Donc, intelligence artificielle et challenge éthique. Là, je bénéficie aussi, comme l'a dit tout à l'heure Alexandre Aliassos, dans le cadre de l'IFCC, d'un Visiting Monitoring Programme qui est donc sponsorisé par Abbott. Et là aussi, je voudrais enchaîner sur cette diapositive et j'espère que c'est un document que j'ai rédigé avec mon collègue Mathias Müller, mais dont le graphisme a été assuré par Alexandre Aliassos, et j'espère qu'il a respecté les frontières du Maroc, je dirais par rapport à la différenciation des différentes couleurs qui sont tout en haut, sachant que le Maroc est à la fois donc, dans la Fédération arabe et dans la Fédération africaine. En ce qui concerne notre sujet aujourd'hui, vous voyez bien que dans l'évolution de la biologie médicale, il y a un certain nombre de facteurs qui contribuent à réfléchir à l'éthique en tant que telle. Bien évidemment, là, vous l'avez vu à travers les précédentes présentations, tout ce qui est transformation digitale, et puis aussi la manipulation d'un certain nombre de données, entre guillemets. Les omics, on l'a très bien vu avec mon prédécesseur, donc aussi pose un certain nombre de questions. Et puis tout ce qui va sortir, un peu de ce qui sort déjà du laboratoire, et avec les utilisateurs, va poser aussi des questions de régulation qui sont à prendre, je dirais, en compte pour, je dirais, une bonne pratique. Donc la place de l'éthique, je voudrais commencer par quelques diapositives générales sur la place de l'éthique en santé. Vous voyez quand même ça interfère à la fois sur des champs tels que l'économie, sur la société, c'est aussi parler de philosophie, parler d'éthique des soins, et là c'est une activité, je dirais, très importante, parce que vous voyez quand même dans un certain nombre de pays, on remet en cause aussi les avortements, et aussi on s'intéresse beaucoup, je dirais, à la qualité de la fin de vie, donc là aussi, et puis il y a l'éthique en recherche, je dirais qu'il faudra aussi prendre en compte, et tout ça c'est ciblé sur l'individu en tant que tel, qu'il soit, je dirais, individu seul, ou je dirais en termes de principe collectif. Une définition, pour bien être très très clair, sont que la loi c'est une obligation de la société imposée par une autorité compétente, c'est-à-dire par je dirais, les autorités, le gouvernement et les différentes institutions qui régulent les pays. Et puis l'éthique concerne l'étude et la construction d'un ensemble cohérent de règles ou de principes selon lesquels les gens doivent vivre. C'est une valeur sociale qui lie la société par une opinion, par une considération uniforme et permet à la société de décider de ce qui est mal et de ce qui est bien. Donc l'éthique, c'est la science de la morale concernant le principe de devoir humain dans la société. Elle engage plusieurs disciplines et c'est là qu'il faut vraiment avoir une vision excessivement large. Et je vous engage non pas à rester dans votre champ, mais peut-être à lire un certain nombre de documents plus généralistes, je dirais, regarder des articles de philosophie, des articles de droit, des articles de sciences politiques et aussi de voir, je dirais, en quoi l'éthique peut influer sur l'éducation. Donc ça, c'est exactement le même schéma. On voit très bien quand même les différences et l'évolution entre déontologie, donc les règles, les valeurs, je dirais, qui servent de référence aux membres d'une communauté, et puis l'ensemble des prescriptions liées à la conduite propre à une société ou à un groupe de personnes, et là, on a l'éthique. L'éthique n'est absolument pas statique. On voyait très bien quand même que dans nos pères, je vous dis, avant les années 60, l'éthique médicale était principalement entre les mains des médecins. C'était l'approche très paternaliste et véritablement, elle avait bien changé par rapport à l'époque d'Hippocrate, mais elle se concentrait presque exclusivement sur le bien-être des patients et le professionnalisme médical. Après, on a vu dans les années 60 un large éventail de nouveaux problèmes éthiques qui sont apparus, et tous motivés par des projets spectaculaires. On n'était pas loin, je dirais, de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est de l'époque où véritablement on a vu des métamorphoses en termes d'évolution de la médecine, je dirais, de la biologie, et le XXIe siècle aussi nous prouve qu'on va encore plus vite aujourd'hui. C'est à travers tout ce qu'on appelle et ce qu'on traite au niveau de notre division, les technologies disruptives au niveau de l'IFCC, toutes ces technologies innovantes qui vont nous confronter à de nombreuses questions éthiques concernant les nouvelles connaissances génétiques, on l'a eu tout à l'heure, tout ce qui concerne l'utilisation des mégadonnées, la médecine de précision, tout ce qui concerne les transplantations d'organes qui soulèvent aussi un certain nombre de problèmes, les nouvelles définitions de la mort, les moyens sophistiqués de maintenir des gens en vie, l'anxiété face au coût des soins de santé, où il y a des choix drastiques. Il y a quelques années, un certain nombre d'États, concernant les transplantations rénales, ont fait des choix, je dirais, difficiles pour prendre en charge ces patients, et puis avoir
en face de nous des patients qui sont de plus en plus informés, il ne faut pas négliger, et qui sont capables, je dirais, de pouvoir un apport consécutif à la conduite et à la prise en charge d'un certain nombre de pathologies. Donc on voit très bien quand même qu'on est dans un domaine sociétal qui soulève un certain nombre d'enjeux très importants. Encore une fois, là, c'est simplement pour rappeler les définitions, c'est des choix de bonne conduite, et il y a toujours des clivages, je dirais, qui soient des clivages associatifs ou des champs de pensée qui font que c'est très difficile de temps en temps d'arriver à un certain nombre de consensus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éthique évolue avec le temps, et ce qui est considéré comme une bonne éthique il y a quelques années n'est plus approprié. Pour ce qui concerne le domaine de la santé, c'est un questionnement, encore une fois, permanent et avec une réflexion collective. On voit très bien au niveau de la France, nous avons mis en place un certain nombre de comités, je dirais, qui travaillent entre eux, et on le verra tout à l'heure, avec, je dirais, la complémentarité sur la réflexion du Conseil national d'éthique et ce qui se passe sur, je dirais, l'éthique en santé et en intelligence artificielle. Ici, c'est encore pour rappeler, pour ancrer bien les choses, je dirais à partir de l'intégration par rapport à la loi, l'éthique et à la morale. On va passer vite parce qu'on n'a pas tellement de temps. Les 4 principes éthiques en santé que vous devez reconnaître, et j'ai fait esprit de garder à la fois le double langage anglais et français. On est bien sur un principe d'autonomie avec le respect de la personne, de bienfaisance, je dirais, et de non-malfaisance, et surtout un problème d'équité qui doit être respecté. Et n'oubliez pas quand même qu'avec les nouveaux outils informatiques, on reste encore aussi dans des histoires de fractures, je dirais, numériques. Donc, ce qu'il faut se souvenir aussi, sans rentrer dans le détail, qui dit pratique éthique, ça veut dire un consentement éclairé. Ce sont des problèmes de confidentialité, ce sont des problèmes de compréhension culturelle, et c'est aussi une écoute attentive vis-à-vis de l'humanisme, c'est-à-dire tout ce qui concerne la croyance active dans la valeur inhérente à la vie humaine, qui conduit les prestataires à pratiquer un traitement bienveillant et à fournir assistance aux patients dans un but d'améliorer l'humanité. Donc, ceci a été aussi présenté par notre collègue Pierre-Jean, donc je passe rapidement, et c'est pour déboucher directement sur le lien entre éthique et intelligence artificielle. Vous voyez que même en anglais, c'est facilement compréhensible, parce qu'on doit avoir une gouvernance, je dirais une approche équitable, une approche durable, je dirais responsable et fiable. Donc ça s'applique totalement à notre champ, puisque l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre secteur a de larges applications qui sont rappelées sur ce graphique, dans lequel on peut rappeler, je dirais, la médecine digitale et ce qui concerne les outils, ce qu'on appelle les outils portables et tout ce qui est les smart technologies, tout ce qui concerne la robotique, et la médecine de précision est bien évidemment là, et puis le champ dans lequel il y a un développement considérable avec l'intelligence artificielle, c'est l'imagerie, bien entendu, qui est le plus avancée, mais aussi sélective, parce qu'elle n'embrasse pas tous les problèmes. En ce qui concerne, je dirais, les GAFAM, on voit aussi que très tôt, je dirais, pour grandir dans ce secteur-là, ils ont adopté un certain nombre de chartes, que ce soit Microsoft ou que ce soit Google, vous retrouvez les mêmes concepts que j'ai déjà proposés. Ce n'est pas la peine d'aller rentrer dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'Europe à large, je dirais, il y a des guidelines qui ont été publiés, et vous verrez quand même que la France est très présente, je dirais, dans l'élaboration des guidelines, dans lesquels on redéfinit un certain nombre d'applications. Alors, les principes fondamentaux que l'on peut rappeler, c'est à travers, je dirais, l'éthique et l'intelligence artificielle, c'est avant tout générer des avantages nets, je dirais, des avantages pour les personnes, et ça, c'est le premier point. Ne pas nuire, on l'a vu dans les différents secteurs, mais il s'applique directement. Il faut aussi réfléchir à la conformité réglementaire et légale, c'est-à-dire qu'on doit avoir des systèmes d'intelligence artificielle qui puissent à même, je dirais, d'être conformes par rapport à des lois, par rapport à des réglementations et par rapport à des obligations gouvernementales. Et lorsqu'on parle, je dirais, au niveau supranational, de temps en temps, c'est assez difficile, et ne jamais oublier l'aspect de production de la vie privée. L'équité, j'inciterai beaucoup, je dirais, en fonction
des fractures d'information et des fractures numériques, il faut absolument avoir en tête qu'en fonction du lieu dans lequel vous exercez, il peut y avoir des transgressions ou un certain nombre de sectorisations. Et puis, tous les systèmes doivent être absolument transparents, où l'explicabilité des systèmes doivent être totalement compréhensibles pour le tout venant. Donc, responsabilité aussi, véritablement, on doit avoir des algorithmes qui doivent être identifiables et responsables des impacts, même si ces impacts ne sont pas intentionnels. Ceci, c'est pour supprimer, et on retrouve exactement la même chose. Un focus sur le laboratoire de médecine, eh bien, nous produisons beaucoup de données, donc dans ce contexte-là, nous sommes totalement concernés, je dirais, par les applications, et il faut véritablement inclure nos comportements éthiques dans l'interprétation, dans la collecte et l'interprétation de ces données, et aussi faire en sorte qu'on s'inscrive dans un certain nombre de normes rigoureuses, mais aussi applicables et réalisables. C'est un schéma classique, je vais passer dessus. Alors, Ingruson, et vous l'avez vu, donne des tablettes de chocolat. Je voudrais insister quand même sur le petit frère qui participe de manière très opérationnelle. David Gruson a créé Ethikia il y a quelques années, au moment où M. Villani était en charge par le président de la République française, je dirais, de réfléchir aux applications de l'intelligence artificielle. Et David Gruson participe au niveau européen, je dirais, de manière active pour représenter la France dans l'évolution de ce concept sur ces enjeux éthiques et d'intelligence artificielle. Je dirais que ce soit au niveau du comité, je dirais, qui concerne le comité national pilote d'éthique pour le numérique ou dans des structures supranationales. Lui, il est en mesure de vous dédicacer ses livres parce que c'est un grand écrivain aussi par ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir des travaux qu'ils ont fournis et dont il a été le rapporteur? Il y a eu 16 recommandations dans l'avis 141 du Conseil national d'éthique et du comité concernant l'intelligence artificielle numérique. C'est-à-dire qu'il doit y avoir donc des systèmes d'information d'intelligence artificielle de diagnostic médical qui doivent être conformes, je dirais, et il faut s'assurer qu'ils ne soient pas dangereux, mais aussi autorisés sur le marché, il doit être amélioré. Donc surtout, je dirais, on a bien en avant, il faut réfléchir à tous ces problèmes. Il faut aussi, il doit avoir en continu, on doit se donner les moyens d'avoir une évaluation pertinente, je dirais, pour démontrer l'absence de nocivité, je dirais, de ces algorithmes, entre guillemets, de ces produits, et puis aussi de s'assurer de la finalité. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une amélioration continue de la qualité et toujours on intègre le principe de la sécurité des soins. Il faut aussi, dans cet avis, un élément important qui a entraîné tout au début un certain nombre de problématiques et de craintes, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de substitution, je dirais, mais c'est véritablement d'amélioration. Donc il y aura toujours une place, je dirais, pour les professionnels de santé, je dirais, où l'intelligence artificielle apporte de manière opérationnelle et éthique, je dirais, son aide pour libérer du temps pour d'autres fonctions. Donc l'importance de la vie, ils insistent beaucoup sur le contrôle humain à toutes les étapes clés, je dirais, de la conception et de l'application de la vie réelle, afin de garantir la sécurité et le respect des droits fondamentaux. Je dirais c'est très important. Ce n'est pas neutre si pendant la crise sanitaire, nous avons M. Delfrécy qui présidait le comité consultatif national d'éthique, je dirais qu'il aussi s'occuper de la gestion de crise par ailleurs. Dans les différentes recommandations, on peut signaler, je dirais, la facilité, l'explicabilité des résultats obtenus par ces systèmes-là, afin que les médecins soient en mesure de donner un sens clinique aux résultats attendus du numérique. Voyez-vous, il y a toujours ce clivage entre la technologie et les applications en termes de santé pratique. Et l'information du patient, c'est-à-dire la littératie, est un élément important, je dirais, lorsqu'un professionnel de santé a un recours à ce genre de système d'intelligence artificielle, il doit absolument recueillir le consentement du patient et aussi l'informer que lorsque dans son diagnostic, il utilise ce genre de système, je dirais qu'il a été aidé par l'intelligence artificielle. Puis d'autre part, on est juste au début, de toutes les performances de l'intelligence artificielle, donc l'encouragement de la recherche est un élément fort. Je dirais, nous avons un secrétariat d'État
qui est, je dirais, très très puissant, je dirais, au niveau gouvernemental. Donc, j'insiste beaucoup sur cette dernière recommandation. La vision optimale, c'est bien une optique d'amélioration démontrée du soin. Et à travers les exemples de l'orateur précédent, on a vu quand même toute la potentialité que l'on pouvait attendre de ces différents systèmes et que l'amélioration de la qualité de soins devrait prévaloir sur les intérêts tant organisationnels qu'économiques ou managériaux. C'est très important puisqu'il y a toujours des discussions. Ça, je vais peut-être le passer. Je voulais simplement dire, mais ça a été déjà discuté beaucoup, c'est que voyez-vous quand même que l'éthique et l'interprétation des données génomiques aussi posent un certain nombre de problèmes. Et puis, il y a les découvertes fortuites qui peuvent être évaluées. Et là, je vous renvoie à un document qui a été rédigé par notre collègue Emmanuel Hirsch, je dirais, sur comment, prendre en charge ces découvertes fortuites sur des résultats inattendus, entre guillemets, et qui peuvent avoir un impact direct soit sur l'individu, soit sur une collectivité. Voilà. Et puis, bon, ça a déjà été développé, donc je ne vais pas le redévelopper. Il faut bien considérer que l'intelligence artificielle, c'est une sorte de poupée russe dans laquelle véritablement on voit qu'il y a le deep learning, le machine learning. Vous emboîtez tout ça et vous arrivez à une conceptualisation de l'intelligence artificielle. Et là, cet exemple-là qui concerne la cancérologie a été aussi développé par ailleurs, donc je n'y reviens pas. Vous voyez aussi que l'éthique en santé et par rapport aux outils d'intelligence artificielle a joué totalement son rôle dans la mise au point, je dirais, quand même des outils pour vaincre la pandémie, je dirais, du Covid, enfin du SARS-CoV-2, je dirais, et tout le débat, je dirais, politique et éthique qui s'est entouré à travers ces nouvelles technologies. Ça a été très difficile, je dirais, de pouvoir imposer la vaccination par ailleurs et de faire comprendre quand même qu'à travers ces innovations, on avait gagné un temps énorme en termes de prise en charge des populations, quel que soit l'endroit considéré, je dirais, mais ça c'est quand même important à prendre en compte, je dirais, l'information. Il y a autre chose qui sont d'importance, c'est qu'à travers les outils d'intelligence artificielle, il y a des stratégies de prise en charge des patients qu'il faut prendre en compte de façon manifeste. On parle beaucoup de l'encombrement des urgences, quel que soit le pays. Il y a un certain nombre de logiciels qui permettent de se substituer. Il n'est pas toujours difficile d'avoir toujours le spécialiste pour intercepter, par exemple, un accident vasculaire cérébral. Et à partir du moment où on a ce module qui a été développé par une société qui s'appelle Brainomix, on voit qu'on peut gagner du temps, je dirais, et c'est-à-dire si on arrive à avoir un diagnostic efficace dans les 30 minutes qui suivent, on va, je dirais, éviter des séquelles importantes et irréversibles de personnes qui arrivent avec, je dirais, un AVC. Donc ça, on va le passer. Et puis un dernier point que je voulais soulever, vous savez que donc la biologie à l'heure actuelle, il y a une concentration d'un certain nombre de plateformes médico-techniques, et puis il y a une externalisation d'un certain nombre d'outils. Et donc, dans la multiplication, pourquoi ? Parce qu'il y a une amélioration du manufacturing en termes de nano, de micro et de nanosensors, avec beaucoup d'applications mobiles, avec toutes les facilités qui ont été aussi évoquées par notre collègue Alexander Aliassos, je dirais, et qui nous permettent, je dirais, d'avoir accès à un certain nombre de données. Mais ces données aussi, elles peuvent être recueillies par des professionnels qui ne sont pas forcément du milieu, si je m'exprimais. Et donc, la question est de savoir ce qu'ils font de ces données, dans quel but, je dirais, et donc il faudra contrôler, être excessivement vigilant, je dirais, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite. C'est un danger de dérive très très important, d'usage inapproprié et de quid. D'autant plus qu'on va avoir de plus en plus accès sur soi ou à l'intérieur, d'avoir la possibilité d'avoir des capteurs qui nous permettent, je dirais, de mesurer un certain nombre de paramètres et qui vont, je dirais, renvoyer des dossiers sur les avatars. Je vais vous présenter une diapositive plus tard. Simplement pour ne pas oublier la CNIL, je dirais, qui a fait aussi un rapport sur les enjeux éthiques des algorithmes d'intelligence artificielle, avec deux principes fondamentaux que sont les fondateurs, donc la loyauté et la vigilance, sur ce côté-là. Donc, loyauté, tout algorithme qui traite ou non des données personnelles doit être loyal envers ses utilisateurs. On s'était formulé d'une autre façon dans l'autre, je dirais, dans les autres rapports.
En ce qui concerne la vigilance, l'ensemble des maillons de la chaîne algorithmique, concepteurs, entreprises, citoyens, doivent être mobilisés pour donner corps à ce principe de moyens de procédure concrètes. C'est-à-dire il faut bien mettre, je dirais, être à l'écoute des comités d'éthique et vraiment qu'il y ait une articulation fonctionnelle entre ces différentes structures, et aussi bien identifier les risques de dérive qui peuvent survenir, d'avis non professionnels, de traitement non sécurisé des données, d'exercice illégal de la médecine, acceptant la vulnérabilité des personnes. Donc tout ça, ça suppose des systèmes de surveillance. Et puis, c'est simplement pour rappeler quand même qu'il faut être vigilant, puisque ces algorithmes, je dirais, ce sont des constructions, je dirais, qui mettent au défi tout ce qui est l'autonomie, je dirais, humaine, mais ils peuvent être susceptibles de biais, de discrimination et d'exclusion, je dirais. Et il peut y avoir aussi des limitations sur des fichiers et autres, avec des développements avec des systèmes de développement d'intelligence artificielle. Il faut vraiment retrouver un équilibre et faire en sorte qu'on puisse le développer dans des bonnes conditions. Donc, qualité, quantité, pertinence, ça, ce sont des données fondamentales. Et évidemment, l'identité humaine a toujours un rôle à jouer, je dirais, dans ce contexte-là. C'est une diapositive que j'aime beaucoup parce que vous voyez comme que c'est un projet qui avait débuté il y a quelques années et qui était parti de l'IGR, mais qui rassemble 50 universités. Et ça permet de voir qu'à travers, je dirais, les nouveaux outils en génomique, mais aussi avec l'imagerie médicale, avec les nouvelles technologies, nanochips et compagnie, qui peuvent être implantables entre autres, eh bien on va être en mesure, je dirais, de porter un certain nombre de signaux en soi, de les capter, et qu'on peut avoir son cloud personnel, c'est-à-dire son double virtuel, dans lequel sont enclenchées un certain nombre d'informations, et bientôt on aura, je dirais, cet avatar qui va nous anticiper un certain nombre de défaillances et nous serons prévenus par une plateforme X ou Y. Ce sont des projets que, s'ils aboutissent, je dirais, les premiers projets sont attendus, je dirais, dans les années 30, je dirais, sur des pathologies chroniques, mais c'est assez intéressant et peut-être aussi un peu inquiétant, mais c'est toujours fantastique. Voilà ce que je voulais vous apporter sur cette réflexion éthique. Je vous engage, je dirais, au sein de vos structures, de rencontrer les gens qui font aussi de la philosophie ou de l'éthique. C'est toujours important de sortir de son strict champ d'exercice. Bon, la réflexion éthique porte sur des choix importants de société. Je dirais, il faut prendre en compte l'évolution technologique dans tous ses composants. Et je dirais, ça nous permet aussi, à travers l'éthique, de nous remettre en question de façon continue, tout en étant honnête avec soi-même, à savoir être transparent, je dirais, vis-à-vis de soi-même, mais aussi être équitable, je dirais, vis-à-vis des populations que l'on sert, et essayer de se montrer le plus intelligent possible. Je dirais, c'est de cette façon-là qu'on sera en mesure de promouvoir une intelligence artificielle à la fois réactive et durable. Voilà, je vous remercie